Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bonjour. Raphaël. Vous êtes député européen, place publique. Alors, on va aborder différents sujets. Premier sujet, je vous ai regardé dans différents reportages dire aujourd'hui, attention, le risque de guerre est prégnant, est important, il faut anticiper. Sur le plan agricole, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a développé suffisamment la souveraineté, on a suffisamment anticipé les flux, les circuits, le type d'agriculture qu'il faut si malheureusement il y avait un conflit? Je vais vous donner une réponse cash. Pas du tout. Au niveau européen comme au niveau français? Ni au niveau européen, ni au niveau français, ni sur la question agricole, ni sur la question industrielle. Parce qu'en fait, nos politiques résonnent à 3 mois, à 1 an. Et donc, ils se disent, bon, bah là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais si vous ne préparez pas vos économies, vos sociétés, vos agricultures, vos industries à une guerre que vous savez possible, eh bien, en fait, vous prenez la responsabilité, du coup, de risquer l'effondrement de nos sociétés. Vous savez, quand le chef des services de renseignement allemands va devant le Parlement allemand et dit « il y aura la guerre sur le sol de l'Union européenne avant 2029 », ce n'est pas un poète ou un visionnaire qui vous dit ça, c'est le responsable des services de sécurité allemands. La même chose au Danemark, la même chose en Pologne. Au moment où on se parle, dans les pays baltes et en Finlande, les gens sont en train de creuser des tranchées. Donc en fait, la situation est réellement dramatique. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Et on a perdu aujourd'hui ce qui a garanti la paix en Europe pendant 80 longues années, c'est-à-dire la garantie de sécurité américaine. On sait aujourd'hui que l'administration américaine ne sera plus la garantie de sécurité à l'abri de laquelle on a grandi en Europe. Donc on est dans une situation qui est vertigineuse. En gros, on n'a jamais connu ça de notre vivant, ni vous ni moi, ni personne d'ailleurs des gens qui nous regardent. Et donc on doit désormais avoir conscience qu'on est seul et qu'il faut qu'on s'organise. Qu'il faut qu'on s'organise, ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise nos circuits de production en fonction de cette hypothèse qui est désormais réaliste, qui est la présence de la guerre dans nos sociétés. Et ça passe notamment par la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté industrielle, la question aussi de la souveraineté en matière commerciale, mais la souveraineté alimentaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très en retard par rapport aux risques de plus en plus pressants. Alors, vous avez parlé de souveraineté industrielle. Mais justement, parlons-en. Vous savez, et nous, on a beaucoup enquêté là-dessus, qu'aujourd'hui, les engrais russes en France se sont énormément développés, alors qu'on devait freiner les importations de produits venant de Russie et de Biélorussie. Résultat, aujourd'hui, on a progressé entre 2021 et 2023 de 80%. Donc, c'est énorme. Et en même temps, ça sert, pardon, je finis. En même temps, ça sert l'effort de guerre, puisque Poutine a mis une taxe de 7% sur l'export des engrais, et les agriculteurs achètent des engrais qui ne sont pas tracés, c'est-à-dire des big bags, des gros sacs dans lesquels se trouve de l'engrais, sans savoir vraiment qu'il a été débarqué en venant de Saint-Nazaire, de différents ports, en venant de Chypre, puisque la société russe s'est en fait établie sous le nom d'une société chypriote. Qu'est-ce que vous faites à Bruxelles ? C'est la question que moi je pose ou à Strasbourg ou ailleurs, aux gouvernements déjà nationaux et à la Commission européenne. Vous savez, il y a 2 secteurs qui ont explosé, 2 secteurs d'importation européenne de produits russes qui ont explosé depuis le début de la guerre. D'un côté, il y a les engrais chimiques et de l'autre côté, il y a le gaz naturel liquéfié. On est censé être dans un régime de sanctions vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis du régime russe. En réalité, on a transféré plus de fonds européens au budget de Poutine qu'à l'Ukraine en aide, qu'elle soit militaire ou financière. Et donc, la question des engrais et la question du gaz naturel liquéfié, ça doit être au cœur là, des discussions européennes qui auront lieu le 6 mars à Bruxelles. Les chefs d'État européens se réunissent en conseil et il faut mettre fin à ces trous dans nos sanctions parce qu'en réalité, on a beau faire des grands discours, on est en train de financer l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Et moi, j'aimerais que les gens comprennent que ce n'est pas un effort de guerre qui vise le Donbass, la Crimée, des territoires ukrainiens. Vladimir Poutine, il envoie ses hackers attaquer les hôpitaux en Europe. Il finance des partis politiques partout en Europe. Il s'attaque à nos industries stratégiques en Europe. Ces cibles, c'est nous. Ce sont nos sociétés. Et donc, on doit être capable d'arrêter d'avoir des trous dans ces sanctions, d'autant plus maintenant qu'on a les États-Unis d'Amérique qui s'allient à Vladimir Poutine pour nous mener, à nous, Européens,
une guerre commerciale. Vous avez vu que Donald Trump a annoncé des tarifs à 25% sur les productions européennes. Ça va avoir un impact direct sur nos producteurs français. Et donc, il faut qu'on soit capable désormais de montrer que l'Europe peut et doit se défendre elle-même. Et le monde a changé depuis le mois de janvier, depuis l'intronisation, entre guillemets, de Donald Trump. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que franchement, avec une Commission européenne qui est lente, qui a de l'inertie dans la prise de décision, ben, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Enfin, moi, je suis comme vous. Hein. C'est-à-dire que ça me rend fou, en fait. La lenteur des institutions européennes, l'incapacité des Européens à défendre leurs intérêts. Vous savez, c'est comme si on était dans un monde où on n'a que des grands empires, des grandes puissances qui défendent leurs intérêts. Et chez nous, c'est un gros mot de dire qu'on va défendre les intérêts des Européens. Moi, ce que je veux, c'est que c'est pas... Moi, je ne suis pas pour soutenir l'Ukraine par solidarité internationale ou par morale. Moi, je suis pour soutenir l'Ukraine parce que c'est l'intérêt vital de l'Europe, des Européens, des Françaises et des Français. Et donc, il faut qu'on ait une commission qui soit capable de défendre l'intérêt général européen. Et dans toutes les négociations, en fait, on a l'impression que nous, on se laisse marcher dessus. Et c'est vrai des négociations commerciales, c'est vrai des négociations sur tous les sujets, en fait. Et donc là, maintenant, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de montrer qu'on a des institutions pour nous défendre. Mais pour ça, eh bien, il faut que les États membres aussi arrêtent de chercher, par exemple, pour la question de Donald Trump, à passer entre les gouttes. Vous avez Madame Meloni qui se précipite auprès de Elon Musk pour essayer de négocier des choses pour l'Italie contre l'intérêt général européen. Vous avez aussi le président français qui peut faire ça. Et donc ça affaiblit collectivement l'Europe. Face à ces gens, honnêtement, on ne pourra pas s'en sortir si on n'est pas capable de défendre un intérêt général européen. Et on va le voir tout de suite. Typiquement, on a les menaces de Donald Trump et s'il installe une taxe de 25% sur les productions européennes. Au lieu de réagir simplement, et il faudra le faire aussi en taxant des produits américains, eh bien, attaquons-nous là où ça fait mal. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de l'administration Trump? C'est notamment Elon Musk. Elon Musk, il a un X qui ne respecte aucune des règles du marché européen. Eh bien, mettons en place, appliquons nos lois, frappons-les au portefeuille, mettons une amende record sur X et sur l'ensemble des propriétés de Elon Musk et vous verrez qu'ensuite, Donald Trump nous prendra au sérieux. Mais jusqu'ici, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Russes ne nous prennent, nous, au sérieux. Pourtant, on est le premier marché du monde. Mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire que même les négociations sur le Mercosur, c'est lié. Laisser rentrer en Europe, sur notre marché, des produits qui ne respectent aucune des règles que nous imposons à nos propres producteurs. Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux après ça? On n'est pas foutu de défendre nos producteurs, on n'est pas foutu de défendre nos intérêts, on n'est pas foutu de défendre nos règles, on n'est pas foutu d'appliquer nos lois. Donc effectivement, derrière, eh ben, vous êtes à Washington, vous êtes à Moscou, vous êtes à Pékin, vous pensez qu'on est des clowns. Vous parlez d'unité, mais cette unité au sein de l'Europe, elle n'existe pas. Regardez ce qui s'est passé avec le Nutri-Score. Le Nutri-Score, en l'Italie, Ferrero... Meloni ont fait que le Nutri-Score ne sera pas adopté. Or, pourtant, on a devant nous en fait une montagne de préobésité avec des problèmes sanitaires qui vont être de santé très importants, des problèmes économiques très importants, et résultat, le Nutri-Score, qui est pourtant simple, ne sera pas adopté. Vous savez, c'est l'exemple même du fiasco de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un lobby qui fait pression sur un gouvernement, le gouvernement italien, pour empêcher un projet d'intérêt général européen, et ça fonctionne. On parlait au début des sanctions sur la Russie, mais vous savez, quel est le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié russe? Non, ce qui est la principale ressource aujourd'hui du budget de guerre de Vladimir Poutine. C'est Total Energy. Vous pensez sincèrement que Total Energy devient le premier importateur mondial de LNG russe sans l'accord du gouvernement français? Mais non, donc à chaque fois, on a des grandes entreprises qui représentent des intérêts particuliers, qui sont en cheville avec des gouvernements européens et qui agissent contre l'intérêt général européen. Mais la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir des politiques à la tête de l'Europe qui décident de respecter et de faire respecter l'intérêt général européen. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si on continue comme ça, eh bien, dans 2 ou 3 ans, nous n'aurons plus la paix sur le continent européen et nous n'aurons plus les démocraties sur le continent européen. Ce que nous aurons, ce seront effectivement de règne de grands lobbies qui seront tous asservis soit à Washington, soit à Pékin, soit à Moscou. Et on aura perdu ce dont on avait hérité et ce qui devrait être le trésor qu'on chérit toutes et tous, c'est-à-dire nos
démocraties, nos nations souveraines. Raphaël, vous êtes député européen, on va parler très directement aux agriculteurs, on va leur dire le Mercosur il va être ratifié. Parce qu'on savait déjà qu'il risquait de l'être avant, avec peut-être la magouille, le fait de séparer la partie agricole. Mais là, ce qu'on sait, qu'on ne va pas aller se fâcher avec l'Amérique du Sud, alors qu'on risque d'avoir des soucis avec les États-Unis. Ben moi, je vous dis, on a eu un test là sur un amendement au Parlement européen et il y a eu une majorité pour voter un amendement de rejet. Donc c'est pas encore fait. Je veux dire, au Parlement européen. Vous y croyez vraiment? Ben écoutez, moi je me battrai avec l'énergie du désespoir peut-être, mais moi je crois qu'on peut encore faire tomber le Mercosur. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas simplement des arguments moraux ou généraux, parce qu'on s'adresse à chaque député et chaque député, que ce soit en Pologne, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Italie, il a des électrices et des électeurs et il voit bien l'impact que peut avoir un accord comme le Mercosur sur, par exemple, les producteurs dans sa propre région. Et donc, je crois que là, ça va dépasser les clivages politiques ou les clivages nationaux et qu'on peut construire une majorité de rejet. En tout cas, nous, on se battra pour construire cette majorité de rejet. Et si on échoue, effectivement, bah, là, ça sera un fiasco absolu. Mais moi, en fait, on ne perd que les batailles, on ne perd de manière certaine que les batailles qu'on ne mène pas. Et là, il nous reste encore du temps pour essayer de faire en sorte que ce Mercosur soit rejeté. Parce qu'en fait, il incarne, si vous voulez, c'est comme un train. C'est comme un train. Et c'est hyper compliqué de freiner un train. Tout le monde le sait. Et là, ce train, il continue. Il a été lancé dans les années 90, ce train. Et tout le monde sait que le Mercosur ne correspond absolument pas à l'état d'esprit qui devrait être le nôtre aujourd'hui. Et donc, je veux dire, si on n'arrive pas à faire échouer, ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à faire bifurquer les politiques commerciales européennes et à la fin, bah, on ira dans le mur. Raphaël, dites-moi, vous qui êtes, quand vous discutez avec vos confrères, avec les autres députés européens, Trump, il a gagné. Il sème un peu la panique avec sa politique d'intimidation, enfin ses annonces à l'emporte-pièce. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun n'a pas envie d'exporter, de sauver sa peau au sein de l'Europe? Mais oui, enfin, il a gagné. Auprès de qui il sème la panique? Il sème pas du tout la panique à Moscou. Hein. Il sème pas du tout la panique à Pékin. Il sème la panique chez les alliés traditionnels des États-Unis, c'est-à-dire les démocraties européennes, la démocratie canadienne. Il menace d'invasion le Danemark, mais il est très sympathique avec Vladimir Poutine. Donc en fait, il a gagné. Oui, il sème l'inquiétude et il sème la discorde au sein des alliés naturels des États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, à terme, il affaiblit mais considérablement les États-Unis. Et ce que moi je veux, c'est qu'il agisse comme une forme de réveil et qu'on se dise qu'on en a marre d'être des Tanguy. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tanguy. Hein, cet ado qui veut rester en permanence chez ses parents. Ben, l'Europe, c'est ça. C'est Tanguy. C'est-à-dire qu'avec les États-Unis, on veut rester dans la maison de l'oncle Sam. L'oncle Sam, il veut nous dégager. Ben, à un moment, il faut sortir dans la rue et construire sa propre baraque. Et c'est ce moment-là, le moment de la fin de Tanguy de l'Europe qu'on est en train de vivre. Et de toute façon, moi, je me battrai pour ça parce que je pense que à la fin, un pays, une nation ou un continent qui n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité n'est pas libre. Et moi, ce que je veux, c'est que nos enfants grandissent dans un continent libre. Et la seule manière de faire, c'est de construire notre propre défense, de construire notre propre souveraineté, d'être capable de produire sur notre continent, d'être capable de se consommer sur notre continent ce qu'on produit sur notre continent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de commerce, mais ça veut dire qu'on sera autonome. Ça veut dire autarcique, ça veut dire autonome. Et que personne ne pourra plus nous marcher sur le pied. L'alternative à ça, c'est très simple. On fait un grand Disneyland, dans le meilleur des cas. Hein. Sinon, on peut se transformer en prison, en champ de guerre. Mais dans le meilleur des cas, ce sera un grand Disneyland. Et il y aura des émirs qataris, des milliardaires américains et des dignitaires du Parti communiste chinois qui viendront s'amuser chez nous. Ben, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux qu'on soit libre et souverain dans nos existences. Raphaël Glucksmann, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau TV Agri. Et puis surtout, merci à vous.